Il est 19h50, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. L'horreur découverte dans un sac à Kribi, région du sud de Cameroun, des ossements humains saisis des mains de jeunes trafiquants en pleine opération de livraison vers Foumban. Les jeunes trafiquants exhumaient de corps dans la cité balnéaire pour revendre les eaux à travers le pays. Ils ont été appréhendés après une embuscade tendue par nos forces de sécurité. En économie, JICAM et ECAM font ami-ami. Les deux organisations patronales désormais réunies autour d'une plateforme destinée à la défense des intérêts du secteur privé et assurer une compétitivité à l'unité camerounaise. La signature de ce partenariat a eu lieu ce jour à Douala. Et en page magazine de ce journal, nous nous intéressons à l'insalubrité dans laquelle sont embrigadés certains quartiers de la ville de Douala. Au-delà des immondices gigantesques qui occupent la voie publique dans les bas-fonds, on rêve de fonds pour la construction de drains, de toilettes et l'adduction en eau qui manque le plus à l'assainissement. Nous irons dans ces zones où les excréments et autres déchets jonchent le sol, où jouent enfants et femmes qui cuisinent en ces mêmes endroits. Dans l'actualité également ce soir, comment en est-on arrivé à un endettement démesuré à la Fédération camerounaise de football? Seydou Bombonjoya hérite d'une institution qui croule sous le poids d'une dette estimée à plus d'1 milliard de francs CFA. L'ancien exécutif de la FECAFOOT, conduit par Tombi Arouko, pointé du doigt. Enquête sur cette affaire à suivre vers la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Nous le disions en titre, un gang de jeunes trafiquants d'ossements humains arrêtés à Kribi par la police. Les malfaiteurs s'apprêtaient à livrer un squelette humain exhumé dans la localité de Djingumbe, dans le département du Noun. Il a fallu plusieurs jours de filature et de renseignements pour qu'ils tombent enfin tous dans les mailles des agents du commissariat central de la ville de Kribi. Lil Piedjou et Moussa Takou nous livrent les détails de cette affaire. Dans ce sac, des ossements humains, crâne, fémur, tibia, phalange. Cet amas de squelettes a été intercepté dans la ville de Kribi, département de l'Océan, entre les mains d'un gang de jeunes dont l'âge varie entre 20 et 23 ans, parmi lesquels un élève de classe de terminale au lycée de Dikoumé et 2 conducteurs de moto-taxi exerçant dans les villes de Kribi et Ebolova. Ossements humains obtenus après avoir profané 2 tombes dans la localité de Ndjingumbe, dans le département du Noun, région de l'Ouest, pour la cité balnéaire Kribi, où attendait déjà l'acheteur. Montant de ce macabre butin, 10 millions de francs CFA. Malheureusement, ils seront rattrapés par les éléments du commissariat central de la ville. C'était au nombre de 6. Ils se sont assis, 2 ont commandé, les autres ont dit qu'ils ne buvaient pas. 15 ou 20 minutes après, on a vu comment la police était là, le commissaire principal et ses substituts, ils sont venus les arrêter. Une arrestation qui intervient des jours après. Pourtant, ces derniers ont traversé plusieurs postes de contrôle. Je suis personnellement très surpris de la façon dont certaines choses se passent, notamment les contrôles de police au niveau des barrières. Je n'arrive pas à comprendre qu'une cargaison comme celle-là soit interceptée à destination. Exactement là où on devait faire la négociation, là où on devait faire la vente. Comment est-ce qu'elle a fait pour traverser toutes les barrières depuis d'où elle vient jusqu'à ici à Kribi? Et on sait que Kribi est infesté des barrières de police. La plus importante est celle de Longji, que tout le monde connaît. Selon une expertise médicale, il s'agit des ossements d'un homme décédé il y a 1 mois environ. Les suspects sont passés devant le procureur de la République pour répondre de leurs actes. Le combat cependant des autorités contre les médicaments de la rue à San-Mélima, une opération musclée menée par celle-ci au centre commercial de la ville a permis de saisir des stocks de médicaments contrefaits. Les pharmacies de fortune ont été fermées et plusieurs faux documents saisis. Alain Michel Yena et Emmanuel Koueta. La cible de l'autorité administrative était toute tracée. Les contrevenants et ces médicaments contrefaits qui causent plus de dégâts dans la société qu'ils n'en résorbent. Toute personne exerçant dans la pharmacie se doit d'avoir les papiers agréés et chercher à avoir une notion de ce qu'ils exercent comme médicaments. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de vendre les médicaments aux gens alors que vous ne connaissez même pas ce que ça soigne et pourquoi même vous vendez cela. Moi-même, je fais dans
dans la conduite. Je ne peux pas me mettre à conduire sans toutefois avoir même la notion d'abord de l'auto-école et même ne serait que mon permis de conduire. L'absence de moyens financiers favoriserait le phénomène et pousserait les populations les plus démunies à présenter ce qu'on nomme familièrement d'Octa comme des sauveurs. Ils nous font toujours des rabais, ils nous aident énormément. Quand tu arrives là-bas, tu as même un problème, peut-être que ton argent n'atteint même pas, ils te disent Asso, repasse. Tu vas encore venir payer après, pas d'abord. Va d'abord te faire soigner, tu vas venir me donner ce que tu me dois après. L'on s'approvisionne dans les pharmacies parce que quand on va à l'hôpital pour acheter un médicament, on se rend effectivement compte que entre celui de l'hôpital et celui de la pharmacie, il n'y a pas de différence. Ce domaine, dont la sensibilité n'est plus à démontrer, puisqu'il s'agit de la vie d'êtres humains, avait besoin d'un sérieux coup de balai dans la ville de Sang-Mélima. Pendant la descente, des faux documents ont été saisis. Le deuxième adjoint au préfet et le sous-préfet Saïdouna Ali ont apposé des scellés et saisi les contrevenants, non sans les conseiller de se faire enregistrer auprès des districts de santé avant d'exercer sur le terrain. Retour à Douala, souvenez-vous, en 2018, une épidémie de choléra frappait le Cameroun entre les régions du nord et de l'extrême nord, plus durement atteinte celle du littoral avec la ville de Douala qui a connu son cas, un fait paradoxal pour une zone beaucoup plus développée, mais justement, loin du développement et des infrastructures de la ville, se vit dans des quartiers une insalubrité sans pareil où les populations cuisinent et vivent entre l'eau de leurs propres excréments. Aimé Catherine Moukouri et Henri Tinda ont fait le tour dans les bidonvilles pour nous peindre ce tableau sombre de l'insalubrité accentué par le manque d'eau. Douala, près de 3 millions d'habitants auxquels s'ajoutent tous les ans 120 000 personnes. Une population qui produit par jour 1800 tonnes d'ordures ménagères. Des déchets qui quittent justement les ménages pour se retrouver dans la rue. On est dans une grande ville, dans une grande métropole. On ne peut pas avoir les poubelles comme ça. En plus du bitume et les marchés envahis par la saleté, certains quartiers baignent dans l'insalubrité. Cet espace rafistolé au quartier Cassel-la-Femme sert de toilette commune. Un dispositif de fortune qui laisse échapper des excréments et leur eau qui se ferait un chemin des drains aux abords des maisons où pataugent les animaux et y jouent les enfants. Tout près, Fatima fait la cuisine, dans cet environnement où elle n'a que quelques litres d'eau de puits pour tout assainir. Et comme nous, on n'a pas assez de moyens pour utiliser l'eau de la SNEC, le seau d'eau coûte 25. Pourquoi tu utilises même pour préparer comme ça, il te faut même l'eau de 100 francs. C'est pour ça que nous sommes obligés d'utiliser l'eau du puits. Ce n'est pas potable. Il y a des fois que comme nous utilisons ça comme ça, on prend l'eau de Javel, on verse sur ça pour éviter aussi les microbes. À 25 francs le seau, avec 4 enfants, il faut compter 250 francs à dépenser par jour. De quoi se donner des restrictions qu'impose aussi la saison sèche. Ses habitants dépensent 12 000 francs pour nettoyer les puits. Après 6 mois, nous payons des gens pour nettoyer le puits, le mettre à sec, après quoi on verse du sel et l'eau de Javel. Et on laisse ça fermer pendant 3 jours. Pour les gens qui nettoient, c'est un business. Ils prennent souvent 12 000 pour cela. Insalubrité, manque d'eau, un cocktail commun à de nombreuses zones exposées aux maladies. En 2018, l'épidémie du choléra touchait aussi le littoral, avec 7 cas, dont un dans la ville de Douala. Depuis, dans les zones à risque, des campagnes de sensibilisation se sont succédées dans une capitale économique, vitrine du pays, dont les conditions dans les bidonvilles méritent d'être prises en compte. Et s'il manque de l'eau dans plusieurs quartiers, ce n'est pas la bière qui manquera cette année. Le prix, lui, reste donc stable, inchangé. Donc, c'est ce qui ressort de la récente concertation avec le ministère du Commerce et les structures brassicoles. Une mesure qui vient mettre fin aux spéculations que l'on observait déjà ça et là. La nouvelle est aussi bien accueillie par des consommateurs qui implorent les pouvoirs publics de procéder plutôt à une baisse des prix actuellement appliqués. Yasset Rezotanon et Linda Tegueb. Le prix de la bière n'a pas augmenté au Cameroun. La récente concertation entre le Mincommerce et les acteurs économiques de la filière brassicole stabilise les choses. Au centre de gestion agréé Sinédébok, direction régionale du littoral à Douala, à quoi la mesure gouvernementale est saluée. La décision du ministre ici
est pour nous un sentiment de satisfaction parce qu'elle vient renforcer les dispositions sociales de l'État à assister et encourager les chefs d'entreprise dans différents secteurs. Mota Richard est consommateur et propriétaire d'un bar. Mais il broie du noir depuis le début de la rumeur sur une possible hausse du prix de la bière. Selon lui, certains tenanciers de dépôts de boissons ont préparé une spéculation. Nous-mêmes qui avons les ventes des dépôts de vente de bière, on se trouve que c'est un bloc parce qu'on veut augmenter ces bières. Et entre-temps, même comme je suis là, même certaines bières, je cherche, je ne trouve pas. Et on nous fait comprendre qu'on a bloqué parce qu'il y aura augmentation. Et c'est tout dernièrement, avant 2 jours que je constate sur les médias, on dit qu'il n'y a pas d'augmentation de bière au Cameroun. Et jusqu'à maintenant, on ne comprend pas pourquoi certains ne veulent pas sortir ces bières pour nous livrer. Ici au carrefour Kasmando à Bepanda, un dépôt que nous trouvons ouvert. L'activité, selon le propriétaire, n'a jamais cessé pour quoi que ce soit. Non, bon, quelqu'un qui ne veut pas, je pense que ce n'est pas un bon commerçant. Parce que le bon commerçant, c'est celui qui, en principe, doit ouvrir tous les jours ouvrables. À partir du moment où quelqu'un fait de la spéculation, ce n'est pas normal. Stanus est mécanicien. Une fois le soleil au zénith, il marque une pause et c'est avec une bière qu'il se rafraîchit. Pour lui, la non-augmentation du prix de la bière est à saluer, mais il serait temps que l'on se penche plutôt sur une possibilité de baisser les prix des produits brassicoles. Quand on travaille dans le soleil comme ça, à midi, on part quelque part, on prend une bière d'abord, on mange, on boit. La bière, une boisson incontournable chez certains Camerounais qui n'hésitent pas à braver la canicule, un casier sur la tête, pourvu que le ravitaillement soit fait. Conseils fiscaux, experts comptables sont-ils ou alors seraient-ils de futurs indices pour le compte de l'État? En tout cas, c'est l'esprit d'un article, l'article 48 notamment de la loi des finances 2019, qui oblige désormais les professionnels de la fiscalité de transmettre les données du rapport d'audit censé être confidentiel recueilli auprès des contribuables à l'administration fiscale. Une mesure inquiétante pour les professionnels qui envisagent déjà de faire des recours pour la suspension de la dite loi. Yvonne Katiken et Guy Fotso pour les détails. Ils sont des médecins pour les entreprises astreints à la confidentialité. Conseils fiscaux et experts comptables sont dans les eaux troubles. La loi des finances de 2019 les oblige à mettre à la disposition du fisc les données recueillies auprès des contribuables 15 jours après l'émission du rapport d'audit. De notre point de vue, une telle mesure pose un problème. Et vraiment, on souhaite que des mesures soient prises tout simplement pour, vraiment à la limite, suspendre cette mesure qui, de notre point de vue, met en fait en péril nos métiers. L'avenir de la profession est menacé et les risques sont énormes pour les entreprises qui s'entourent des conseils fiscaux. Ce sont des professionnels qui travaillent pour le compte de leurs clients et qui sont payés par ces clients-là. Et derrière, les rapports qui doivent être transmis, je veux dire, à l'administration fiscale pour exploitation. J'avoue qu'on se retrouve là dans un système dont nous avons du mal un peu à comprendre l'objectif. Conseils fiscaux et experts comptables, ils ont évalué ce matin à Douala les risques et les limites de la loi des finances de 2019 avec les innovations plutôt inquiétantes pour le contribuable. Constater avec cette loi de finances qu'en fait on est revenu sur une augmentation assez simple des taux. Ce qui pose un certain nombre de problèmes, notamment pour les secteurs d'activité, les industries qui ont des marges très faibles. Donc la moindre augmentation des taux d'imposition a un impact significatif. Transmettre un rapport d'audit d'une entreprise au fisc ne serait-il pas violer le secret professionnel si le médecin doit garder confidentiel l'état du patient? Les conseils fiscaux et experts comptables ne devraient-ils pas en faire autant? Dans tous les cas, l'avenir de ces deux professions, organisées par la SEMAC, est menacé au Cameroun. Cependant, le groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, et entreprises du Cameroun, ECAM, désormais réunis autour d'une plateforme appelée la coordination patronale du Cameroun. Les deux organisations patronales manifestent ainsi leur volonté commune de partager l'information et d'harmoniser leurs positions dans la défense des intérêts du secteur privé et surtout contribuer à une économie compétitive au Cameroun. Monique Naoussi-Fosso et Stéphane Binac. Le JICAM et ECAM désormais main dans la main pour booster la compétitivité et la croissance de l'économie camerounaise.
Les deux organisations patronales ont paraphé ce jeudi au siège du JICAM à Douala, l'acte marquant création d'une instance de concertation entre leurs deux organisations. Elle s'appelle la Coordination patronale du Cameroun. Au regard de la dégradation de notre pays, de la situation économique, il est urgent que le secteur privé puisse se structurer. Donc il est évident qu'une telle coordination, qui est une première étape mais importante de la structuration du secteur privé et qui appelle certainement à une évolution avec d'autres organisations, tout en respectant les conditions, ça va permettre d'avoir une meilleure lisibilité du dialogue public-privé et à la fin d'avoir un meilleur suivi des résolutions qui pourront être prises dans le cadre des discussions avec l'État. La plateforme est donc le point de départ d'une structure qui permettra de développer une communauté d'intérêt et d'assurer l'unité de l'action patronale. Confusion possible et nous avons également indiqué qu'elle était limitée à des thématiques bien précises, notamment la fiscalité, les problèmes macroéconomiques, le dialogue secteur privé, secteur public, employeurs et travailleurs. Voilà pour l'instant le périmètre, n'est-ce pas, de nos actions. Et il nous reste toute la palette des autres activités. Dans un contexte d'insécurité vécu dans plusieurs régions du Cameroun et qui a un impact certain sur l'économie, la coordination patronale du Cameroun a du pain sur la planche. Le combat pour une presse libre sera plus accru et plus structuré en 2019 au Cameroun et à Douala. L'engagement est du bureau régional du syndicat national des journalistes du Cameroun du littoral qui a été officiellement installé ce jour au siège du JICAM. La nouvelle équipe de 19 dirigeants pour principale mission de consolider les liens de solidarité entre journalistes et assurer la prospérité d'une presse libre et transparente. Le compte rendu de Patrick Ngwanya et Henri Chinda. Le nouveau bureau régional du syndicat national des journalistes du Cameroun pour le littoral, élu le 20 août 2018, est installé ce jour dans l'une des salles du JICAM à Douala, avec comme principale prérogative la prospérité d'une presse libre et transparente au Cameroun. Aujourd'hui que j'ai remis officiellement le bureau au président Aristide Kambi, il a 400 membres. Et j'ose vous rappeler que j'avais pour mission de rassembler. Aujourd'hui, le président Kambi, ce n'est plus rassembler, mais c'est de revendiquer les droits des journalistes. L'une de nos missions, c'est d'améliorer les conditions de vie de ces journalistes-là qui font face véritablement à de différents problèmes sur le terrain, et il a été également demandé d'extirper de nos rangs tous ces journalistes-là qui ne respectent pas la déontologie. Le mandat que nous nous engageons est placé sur le sceau de l'action syndicale. L'inertie est terminée. Le SNJC, qui est un syndicat de revendication et non de collaboration, va travailler à défendre les intérêts de ses membres. Pour sa nouvelle mandature, le SNJC va aussi s'appesantir sur la formation et le recyclage de ses membres. Nous pensons qu'il est temps qu'on se forme. Il y a plusieurs domaines et plusieurs priorités. Il y a par exemple la formation sur comment détecter un fake news, qui devient vraiment, qui pour nous va être l'une des toutes premières formations qu'on va organiser à l'endroit des journalistes du syndicat national des journalistes du Cameroun. Comment reconnaître une vidéo, la date, l'origine, ainsi de suite. La cérémonie de ce jeudi est marquée par la présence des têtes couronnées du journalisme au Cameroun. Pour le président national du SNJC, Denis Kwebo, l'année 2019 est placée sur le signe des revendications tous azimuts. On sera à Yaoundé pour parler de politique à présent avec Elections Cameroun qui poursuit des opérations d'inscription sur les listes électorales sur le terrain. Et c'est avec Alain Ghislain Kanga. Bonsoir. Bonsoir à tous. Il n'y a pas plus qu'Elecam pour voir venir une double, voire une triple élection cette année au Cameroun. De la mobilisation engagée vers les acteurs au processus électoral à travers les descentes sur le terrain. Cas pratique, une fois encore, à la Mefoué à Famba. Reportage Ghislain Pierrissonneau, Francis Capnan.
En route pour les élections législatives, municipales et éventuellement régionales en 2019. Mais avant, faisons escale dans le département de la Méfouillé à Famba. Première station, Kola Famba. Le guide, c'est Apolline Abenaï Kobena, vice-présidente du conseil électoral de l'ECAM. Elle rend visite au sous-préfet Thomas Gabana. La séance de travail vise à s'assurer du niveau de préparatifs des acteurs aux échéances électorales. Le temps d'une concertation, puis direction Kouabang. Le site Carrefour présente un gros estomac. C'est ici l'un des plus grands centres d'inscription sur les listes électorales. Depuis la relance des opérations le 2 janvier dernier, le score va plutôt bien et bon train, assure-t-on. La moyenne quotidienne, c'est 25 électeurs inscrits chaque jour. Nous avons eu quelques soucis avec les machines au début, mais de plus en plus, mes collaborateurs et collaboratrices s'habituent à cette nouvelle machine et tout va bien. Nous sommes à peu près à 105 inscrits à ce jour. Le voyage électoral se poursuit par un fou. La délégation n'ira pas dans les bureaux d'inscription sans s'en référer au préfet du département de la Méfoué à Famba, Emmanuel Marianne Djigdend. Promesse est faite de remobiliser l'autorité judiciaire pour lubrifier le processus devant conduire à la délivrance de la carte nationale d'identité. C'est dans la famille, au sein de la famille, que commence la sensibilisation. Si vous ne faites pas l'acte de naissance à votre enfant, il n'aura pas de carte nationale d'identité. Les autorités ont aidé dans ce sens avec les audiences foraines organisées par le ministère de la Justice, mais il faudrait que tout le monde s'y mette. Néanmoins, l'on ressent comment la retransmission à la télévision du contentieux post-électoral lors de la présidentielle d'octobre 2018 a provoqué un regain d'appétit politique chez les Camerounais. Si nous multiplions 100 par, disons, 6 mois, 7 mois, nous aurons 700 électeurs au moins par antenne, et en multipliant par les 360 que compte le Cameroun, on pourra nous rapprocher de ce chiffre-là. Ici, s'est achevé notre voyage électoral. Le Cameroun a marqué de bons points en matière de recherche en 2018. Notre pays a enregistré de nombreuses innovations dans les domaines agricoles et médicaux, des innovations qui vont générer d'énormes revenus à notre pays. Le ministre de la Recherche scientifique l'a signifié ce jour lors de la cérémonie de la présentation des vœux. Karen Mezatachoya, Serge Anazebou. En 2018, il y a eu des avancées en matière de recherche scientifique au Cameroun. Plus d'1,5 milliard de francs CFA ont été investis pour produire et distribuer plus d'1 million de plants de noix de cajou à plus de 6000 planteurs et coopératives dans les régions de l'Est, de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord, en vue de donner à nos communautés rurales de nouvelles opportunités de génération de richesses. En outre, les études ont été finalisées pour la mise en place de la Cameroon Silicon River, une institution de recherche de pointe. Ce sera une plateforme de recherche et d'innovation où les jeunes Camerounais scientifiques, inventifs, créatifs de tout niveau trouveront l'infrastructure et l'accompagnement approprié pour conquérir le monde à partir de notre pays. Toujours l'année dernière, la recherche camerounaise a été honorée à l'international. Le prestigieux prix de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI pour la meilleure invention dans le domaine de la pharmacopée africaine a été décerné cette année à l'Institut de recherche médicale et d'études de plantes médicinales IMPR. Et ce n'est pas tout. Des résultats obtenus grâce aux chercheurs qualifiés dont regorge le Cameroun. Et pour maintenir le cap en 2019, tous doivent doubler d'ardeur au travail. Que ce soit dans tous les instituts, nous allons tout faire, surtout à l'IRAD, pour créer de nouvelles variétés, pour les mettre à la disposition des Camerounais. Assurance faite par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation ce 17 janvier à Yaoundé. Le docteur Madeleine Chouenté recevait alors les meilleurs vœux de nouvel an de ses collaborateurs.
Yaoundé abrite depuis ce matin l'atelier de lancement du programme interafricain pour l'amélioration des moyens de subsistance des petits exploitants de bambou. L'initiative portée par 4 pays africains vise à trouver des mécanismes appropriés pour faire du bambou une véritable matière première génératrice de revenus. Le ministre camerounais des Forêts et de la Faune a ouvert les travaux de cet atelier. Je vous propose de l'écouter sur les attentes d'une telle rencontre. Le séminaire dont je viens de présider la cérémonie d'ouverture a pour but d'abord de regrouper un certain nombre de parties prenantes, les experts, les représentants des gouvernements, pour réfléchir sur les voies et moyens d'améliorer les conditions de vie des exploitants, des petits exploitants de bambou et de rotin dans 4 pays africains, notamment le Ghana, l'Éthiopie, Madagascar et puis le pays hôte, le Cameroun. Nous devons sortir de là avec des idées innovatives pour favoriser notamment les femmes et les jeunes et pour mettre en valeur cette nouvelle matière première qu'est le bambou et le rotin et dont le Cameroun dispose de façon vraiment abondante. Plein feu à présent sur les acteurs de la transformation du bambou et du rotin. C'est un quotidien sans repos qui nourrit à peine son homme. Ce n'est certainement pas le rotin ou le bambou qui manque, mais les artisans sollicitent un réel accompagnement des pouvoirs publics pour rendre leur chef-d'œuvre plus attractif et mieux rentable. Reportage, Brand Kamga et Samuel Bonis. Le bambou et le rotin, de matières premières transformées par Jean-Paul presque toute sa vie. Près de 50 ans que cet artisan donne forme aux chaises, coffres et autres ustensiles grâce à ces plantes abondantes au Cameroun et en Afrique centrale. Seulement, l'activité n'évolue pas à la vitesse du monde, c'est presque du surplace. Nous travaillons actuellement pour vivre, nous ne travaillons pas pour qu'on se développe. C'est même là le véritable problème. Le gros problème dans ce domaine se résume en un seul mot, précarité. Tu as le métier, tu as l'art, mais le reste tu n'as pas, l'accompagnement. Tu vas trouver ça où? Il y a l'accompagnement, mais aussi le souci de développer davantage la matière première pour la postérité. On devrait aussi chercher maintenant la politique de planter pour remplacer, parce que avant on prenait le rotin, juste ici avant Balmayo. Aujourd'hui on n'en trouve plus. Vous voyez, au fur et à mesure, ça s'éloigne et c'est ça qui donne le coût cher. Là, maintenant, là, c'est grave. Au matériel qu'on achetait un peu, peut-être un paquet un fagot à 2500, 3500. Aujourd'hui, ça part presque à 9000. Sans oublier les tracasseries liées au contrôle des éléments des eaux et forêts. Au niveau de la clientèle, l'on note des normes avancées. Les œuvres d'art en bambou et en rotin ne sont plus l'apanage des expatriés. Avec une clientèle à plus de 70% africaine, les seigneurs de bambou et du rotin ont un souhait, être écoutés par les décideurs. Tant que les acteurs ne sont pas impliqués, parce que les autres là où sont les fonctionnaires, ils ne peuvent s'exprimer à notre place. Ils ne peuvent pas s'exprimer à notre place. Et des fois ces choses-là viennent, ça reste là-bas, nous on ne sait pas. C'est seulement de venir en un autre aide. Donc moyens financiers d'abord, c'est l'argent qu'il faut. L'Organisation internationale de bambou et de rotin, Bureau Afrique centrale, a désormais son siège à Yaoundé. Un atelier verra le jour à l'issue du programme interafricain pour l'amélioration des moyens de subsistance des petits exploitants de bambou, lancé ce 17 janvier 2019. Cet atelier va donc répondre à ce souci en mettant à leur disposition un cadre de travail confortable et équipé qui leur permettra donc de produire des bambous de rotin de meilleure qualité. Les artisans attendent beaucoup de ce programme pour mieux se mouvoir afin de faire du bambou, celui de Chine, de raffia, le malacca ou le rotin, une véritable industrie de développement. Intéressons-nous aux voies ferrées dont l'entretien et la sécurité laissent très souvent à désirer. La société Camra et les peuples riverains poursuivent leur collaboration pour les garder en bon état. Je vous propose de suivre cet élément d'Arnaud Guéfac et Michel Foucault. Ça se joue entre les ouvriers et les herbes. Peu importe la hauteur, les machettes sont sans pitié. C'est la saison de désherbage. Le champ d'action, les abords des rails. On prend 8 mètres de chaque côté pour permettre que les rails soient bien arrayés et que les conducteurs n'aient pas de soucis. Parce que quand il y a trop d'herbe, les conducteurs ne voient pas, ils peuvent avoir risque d'accident.
La main-d'œuvre est locale. Ce sont des gaillards pris sur place ici à Akar 2, arrondissement de Soa, département de Lamofou et Afamba, région du centre. Comme plus loin en Volier, dans les enclavures de Yaoundé, où nous nous sommes rendus. De Kumba, en Gaoundéré, ce sont 163 villages qui, à chaque saison, destinés à ces travaux, se font du beurre. Normal, les tâches sont payées par l'entreprise Camrail. C'est un peu un pan de la politique de proximité dénommée PDP à Camrail. Nous sommes engagés de telle manière qu'avec les riverains, et puis de travailler 2 fois par an. Une première campagne en juin, une deuxième en novembre. À partir d'un bon de commande, ils sont contactés, ils se mettent à travailler. Une équipe passe pour suivre les travaux. Une fois que c'est bon, nous réceptionnons les travaux. Et puis au niveau de la cellule financière, les paiements sont faits. Voilà. Et ce n'est pas tout. Les équipements sont fournis par l'entreprise Camrail. Les chefs de village associés au rôle d'encadrement et de mobilisation. Il y a les dotations que Camrail nous fait. Et avec ces dotations, j'essaie de voir avec mon équipe comment on peut bien faire ce travail. Je engage les jeunes de mon village pour pouvoir désherber les bordures pour garder notre patrimoine qui est le rail. J'ai une équipe de vigilance qui protège les rails en cas d'incident, et lorsqu'il y a peut-être un déraillement du creux, on vient avec une ceinture de sécurité pour mettre là-bas avant d'appeler les responsables de la sécurité de Camrail. C'est cette synergie entre les populations riveraines de la voie ferrée et l'entreprise Camrail qui donne les garanties importantes de sécurité. Et là, ça roule juste et ça roule propre. Quittons la voie ferrée et prenons la route direction Makai, où vous vous souvenez certainement de ces fidèles de la paroisse Emmanuel qui s'opposaient à la réouverture de cet espace. Eh bien, tout est rentré dans l'ordre et les fidèles célèbrent désormais en toute quiétude leur Dieu, comme vous le verrez dans cet élément réalisé avec le concours de Bertrand Chassé. Le cadenas jadis utilisé pour sceller le temple de Dieu est aujourd'hui ouvert. La localité de Makai retrouve son calme. La paroisse Emmanuel Makai est bel et bien ouverte et dressée sur ses 4 murs, prête à accueillir ses fidèles. Après une bataille ardente entre certains fidèles et le pasteur, le calme reprend son droit. Un calme qui rend les fidèles heureux et ils expriment leur bonheur à travers des chants de gloire. Une joie qui ne saurait se cacher. Nous sommes très fiers de la réouverture de la chapelle parce qu'on a trimé ici pendant plus de 3 ans. On s'est déplacé pour aller à Montréal. Il y a une autre chapelle là-bas. Bon, ça nous coûtait cher parce que tout est revenu à normal. Nulle personne de bonne foi ne peut désavouer ce que fait l'ambassadeur. C'est vraiment un homme de cœur. La localité a changé, vous voyez l'église, c'est à 90%, sa réalisation est à 90% ici. Nous les fidèles, nous contribuons par des minimes moyens. Des moments d'horreur occasionnés pour des scélérats étrangers à cette localité de Makai, selon l'élite de la localité. Ils n'ont malheureusement pas pu prendre en otage leur paroisse. Je crois qu'ils ne sont même pas chrétiens, parce que ce qu'ils font, vraiment un chrétien ne peut pas le faire dans l'église de Dieu qu'il croit. Des bandits, moi c'est comme ça que je les appelle. Ils amènent les gens de Douala, de Yaoundé, que nous ne connaissons pas. Vous voyez quelqu'un, vous croyez que c'est un visiteur ou un monsieur, on l'a amené pour faire une sale besogne. Cet esquis retour au calme et à la paix à Makai est un travail acharné de plusieurs personnes, mais surtout celui d'un bienfaiteur, Samuel Mbogbe, élite de Makai. Cet homme au grand cœur, comme les fidèles le nomment, œuvre au quotidien pour le bien-être de sa localité. Un château d'eau qui alimente tout le village, une route en bon état, une école publique flambante de rénovation sont la fierté de cette localité.
En sport, la Fédération camerounaise de football a mal à ses finances. Le nouvel exécutif trouve une fédération endettée à plus d'1 milliard de francs CFA. Ce déficit proviendrait de l'exécutif de 2015 et 2017, suivant cette enquête de Boubangue Ngomna et Francis Captan. Réunis en début de cette semaine à Yaoundé, l'on apprendra que la résolution 15 publiée au terme de la toute première session du comité exécutif de la FECAFOOT relève que l'instance fêtière de notre football accumule une dette estimée à 1,480 milliard de francs CFA. Longtemps considérée comme une structure qui génère beaucoup d'argent, nous nous sommes rendus au siège pour mieux comprendre cette situation alarmante. Le comité de normalisation laisse environ 200 millions dans les caisses. Le comité de normalisation laisse des promesses de paiement de factures, dont des recettes d'environ 500 millions qui étaient prévues. Et en plus, nous sommes arrivés pour la plupart des contrats des partenaires, des sponsors de la Fédération camerounaise de football. On est arrivé au terme pour la plupart et donc on est en pleine renégociation des contrats. Mais vous avez également ce que le président de la FECAFOOT a rappelé, c'est qu'il y a des cotisations des membres. On ne le dit pas assez, mais les membres, le président, les vice-présidents, les membres du comité exécutif, les membres de l'Assemblée générale, les ligues, la ligue professionnelle, les ligues décentralisées, sont astreints à des cotisations. Une source révèle que de ce milliard et demi, 950 millions de francs CFA incombent à l'exécutif 2015-2017, qui vraisemblablement aurait passé des marchés fictifs qui ont induit à la Fédération camerounaise de football une dette fiscale de 486 millions d'une part et 353 millions de francs CFA d'autre part, dépensés par le comité de normalisation pour les droits et indemnités du personnel. Le comité exécutif donne un chèque en blanc à mettre à pied à toute son équipe qui ont quand même géré la FECAFOOT pendant 16 mois, mais il réclame 950 millions de francs CFA à ceux qui étaient là avant le comité de normalisation. C'est-à-dire, on est quand même surpris que les plus anciens reviennent quand même sur la table, alors que ceux qui étaient là avant-hier n'ont pratiquement pas été touchés. Au contraire, on leur réclame 36 millions de francs CFA. Les primes des top sponsors dues aux joueurs et encadreurs et personnels de la FECAFOOT, quant à eux, sont évaluées à 184 millions de francs CFA à payer dans un bref délai pour un fonctionnement optimal des ligues spécialisées. Les fonds qui ont été spoliés à un moment donné à la Fédération camerounaise de football sont là des fonds qui appartiennent aux acteurs du football. Et l'actuel exécutif doit mettre tous les moyens en jeu pour pouvoir ramener la Fédération camerounaise de football dans ses droits. La FECAFOOT entend bien assumer son rang. Toutes les dettes qui sont dues, naturellement, doivent être payées. Dur pour le nouveau président Seydou Bombo Dioya, qui pourtant avait quitté ce panier à crabe en 2013 pour hériter d'une maison lourdement endettée en 2019. On reste en sport et on fait à présent une immersion au sein du club Léopard de Douala et on en parle avec vous, Michael Tipkio. Effectivement, après plus de 2 décennies passées dans l'obscurité, des discours des divisions inférieures plutôt, les Léopards sportifs de Douala sont enfin sortis de cette zone de turbulence. Après une brillante participation aux Interpools 2018, le club mythique de Dedo a reçu son ticket de l'Elite Tour, signe d'un nouveau départ au sein de ce club. Nos reporters Alex Lembe et Luciano Diaco sont allés dans la tanière des Banabanjor. Voici le reportage. Si c'est Léopard, nous sommes tous d'accord, la seule équipe qui régnera toujours. Voici l'une des chansons de ralliement et véritable leitmotiv du Léopard sportif de Douala. Après près de 22 années passées dans l'obscurité des divisions inférieures du championnat camerounais, les Banabanjor sortent enfin de leur centre. Résultat d'un parcours très élogieux des Interpools 2018. Pour ce nouveau départ, les champions du Cameroun 71-72 et 72-73 entendent ne pas faire dans la dentelle, d'où la prise sérieuse des choses par l'association du Léopard de France, dirigée par Jackie Koum et secondée par Claude Youm, avec Oberkai, des piliers pour le soutien quotidien. Un défi qu'il faut à tout prix relever afin de maintenir le cap et faire revivre l'équipe de Dedo. Ce qui nous a motivé de reprendre en main cette équipe, c'est faire ce que nos parents ont fait quand nous étions petits. C'est d'arriver au même niveau et dépasser même ce niveau.
Pour étayer les finalistes de la Coupe du Cameroun de 1993, certains anciens joueurs de l'équipe sont présents. Il s'agit entre autres de Kalankongo, Raymond et Farjon Moukoko Flip. Comme un diffuseur d'Aïdo, comme un ancien joueur de Léopard. Et c'est pour ça qu'on a pris l'initiative de prendre le Léopard pour qu'il retrouve son lustre d'antan. Un engagement qui met d'ores et déjà une pression certaine aux joueurs. Sans vous mentir, présentement, nous sommes là presque prêts pour démarrer cette nouvelle saison. Et vraiment, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour cette nouvelle saison et nous allons rendre fiers notre équipe de canton. Idem pour le coach principal Maurice Pondo qui compte non seulement sur l'administration mais aussi et surtout sur son potentiel humain. Sur le plan administratif, on est en train de bosser pour que ces ambitions-là, on les maintienne, c'est-à-dire aller en Ligue 1. Et nous pensons que sur le terrain, nous sommes en train d'œuvrer dans ce sens-là. Les maçons seront jugés au pied du mur. Toujours en sport, un journaliste ghanéen assassiné hier soir à Accra, Ahmed Hussein, avait participé à la réalisation d'un documentaire sur la compétition, sur la corruption plutôt, dans le milieu du football ghanéen et africain. Un scandale qui avait conduit la Confédération africaine de football il y a 7 mois à radier et suspendre d'ailleurs près de 50 arbitres sur le continent africain. La Fédération ghanéenne de football, on se souvient, avait volé en éclats après ce scandale. Marc Chouamou pour les détails. Ahmed Hussein, journaliste ghanéen, vient d'être réduit au silence pour l'éternité. Le reporter de 34 ans a été abattu froidement mercredi soir alors qu'il regagnait son domicile à Accra, au Ghana. Son assassinat a rapidement fait la une des grands journaux ce jeudi. Ahmed Hussein faisait partie de l'équipe de reporters infiltrés dirigée par le célèbre journaliste ghanéen Anas Aremayo Anas, qui a fait éclater en juin 2018 un vaste scandale de corruption et de matchs truqués dans le football africain et au Ghana en particulier, conduisant de lourdes sanctions de la Confédération africaine de football. Un officier de police a expliqué à l'AFP sous anonymat que Ahmed Hussein avait reçu des balles à la poitrine et au cou dans sa voiture, tirées par des hommes non identifiés. Le journaliste assassiné avait récemment déposé plainte après qu'un député du parti au pouvoir ait diffusé sa photo sur la télévision nationale, promettant une récompense à qui le passerait à tabac. Un acte qui fait froid dans le dos, remettant au devant de la scène les risques du métier. Ahmed Hussein est un journaliste d'investigation de plus, tué dans la quête de la vérité. Et c'est sur cette note triste que nous mettons un terme à cette édition du 19h50. Je vous dis merci d'avoir suivi. Passez une belle soirée sur Canal 2 International. Demain, 19h50, retrouvez Vanessa Melakamdem et pour les éditions du week-end. J'aurai le plaisir d'être des vôtres lundi lorsqu'il sera 19h50. Bonsoir.